Et oui, il est un peu plus de 18h sur Europe 1 et sur CNews. On commence par un tour complet de l'actualité. Benjamin Netanyahou s'attend à plusieurs vagues d'attaques iraniennes. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien par téléphone. De son côté, l'Iran promet des représailles, a annoncé le président iranien. L'État hébreu a mené une attaque d'ampleur sur des sites nucléaires. De nombreuses réactions internationales. La France réaffirme le droit d'Israël de se protéger. 9 ans après le drame qui avait bouleversé les forces de l'ordre et la France tout entière, Bruno Retailleau s'est rendu au Mureau pour une cérémonie d'hommage au couple de fonctionnaires de police tués. Le procès en appel est prévu pour durer jusqu'au 20 juin. Le ministre de l'Intérieur s'est recueilli. Il dénonce la barbarie islamiste et le degré de sauvagerie de cette terrible nuit. C'était il y a 9 ans. 4 morts et 45 blessés, dont 11 gravement dans un accident d'autocar dans la Sarthe qui transportait des adultes et adolescents ukrainiens. L'autoroute A81 est fermée dans les deux sens pour faciliter l'accès aux secours. Pour l'heure, les circonstances de cet accident et le nombre de véhicules impliqués n'ont pas été communiqués. Et puis, 3 jours après le meurtre de Mélanie à Nogent par un collégien, Elisabeth Borne a annoncé la création d'un protocole de détection de la souffrance psychologique. Chaque établissement scolaire devra se doter d'ici la fin de l'année. Objectif, bien sûr, repérer et prendre en charge les élèves souffrant psychologiquement. Un travail de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé. Tout de suite, présentation de l'équipe qui m'entoure en ce vendredi soir dans votre punchline sur Europe 1 et sur CNews. Noémie Elioua, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Arnaud Klasfeld, avocat, soyez le bienvenu vous aussi. Bonjour. Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions internationales, bonsoir. Bonsoir. Et notre ami fidèle ô combien de cette émission, Louis de Ragnel. Bonsoir mon cher Louis. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par prendre la direction de Nogent, en Haute-Marne. Une marche blanche, je vous le disais, va partir dans quelques instants du collège de la commune en hommage à Mélanie. Mélanie, c'est donc cette surveillante sauvagement tuée par un collégien de 14 ans. Et on va retrouver sur place notre équipe, Chloé Tarka et Antoine Durand. Bonsoir Chloé, la marche a-t-elle débuté? Où est-elle sur le point de débuter? Il y a du monde, quelle est l'ambiance? Beaucoup d'émotions, je suppose, Chloé. Énormément d'émotions, oui bien sûr. La marche est sur le point de s'élancer. Nous sommes devant le collège de Françoise Dolto. Elle doit rejoindre la mairie de Nogent, située à une centaine de mètres d'ici. Comme vous pouvez le voir, la foule est très nombreuse. Ils sont plus de 1000 personnes à vue d'œil, vêtues de blanc pour la plupart, sur de nombreux t-shirts. On peut voir le visage souriant de Mélanie. En tête du cortège, la famille de la jeune femme est soudée. Nous avons pu échanger un peu plus tôt avec une proche de Mélanie. Elle a demandé aux journalistes de rester quelque peu à distance pour ne pas capter, selon elle, leurs larmes ni cette douleur qu'elle juge trop intime. Derrière eux, les habitants de Nogent et des communes alentours, des élèves, des familles, tous sont venus rendre hommage. On peut voir aussi des banderoles avec ces mots « Repose en paix Mélanie », accompagnées de photos de la jeune femme. Enfin, un détail marquant, vous le voyez peut-être sur les images d'Antoine Durand, les couleurs du cortège, du blanc bien sûr, mais aussi du vert, du bleu, du rose, autant de teintes vives, un choix voulu par la famille pour saluer la mémoire d'une jeune femme pleine de joie, un vrai rayon de soleil comme nous l'ont confié à plusieurs reprises ses proches. Le cortège est sécurisé par les services de la préfecture et aucune prise de parole n'est prévue à l'issue de cette marche. Là encore, c'est le souhait de la famille, préserver leur intimité dans ce moment de recueillement. Merci beaucoup Chloé Tarka et Antoine Durand depuis Nogent en Haute-Marne. Et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne disposent pas de cette image, mais il y a une foule immense ce soir à Nogent. Émotion énorme. Louis de Ragnel, évidemment. Je pense que oui, toute la France a été sidérée par la mort de cette surveillante par un élève qui en plus ne présentait pas le profil habituel. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui était sous OQTF, c'est quelqu'un qui était très bien inséré. En tout cas, c'est ce que dit le procureur de la République lors de sa conférence. C'est quelqu'un qui n'était pas addict aux réseaux sociaux. Et pourtant, voilà, si vous voulez, c'est une mort qui interroge beaucoup parce que toutes les solutions immédiates, les réponses politiques qui sont apportées, évidemment, ne répondent pas
à ce qui s'est passé. Et on voit bien, ça a été le concours Lépine des bonnes idées, avec les uns qui proposaient des portiques pour détecter les couteaux, et on sait bien que les lames en céramique ne sont pas détectées par ces portiques de sécurité. Les autres qui disaient au gouvernement qu'il faut interdire la vente de couteaux à tous les mineurs. Là, en l'espèce, le dans la cuisine de sa mère, servi dans la cuisine de ses parents, ou encore des idées comme l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Tout ça, pourquoi pas? Non, mais ça peut être des pansements pour pallier un certain nombre de maux de la société. Mais le politique, la classe politique en tout cas, ne répond pas encore à la question comment est-ce que structurellement on peut répondre à ce fléau-là, et qui manifestement est beaucoup plus profond que des simples réponses comme ça, très concrètes, un peu comme les politiques ont l'habitude de faire. On voit bien que c'est quelque chose de plus civilisationnel, avec des vrais questionnements autour de l'autorité, autour de la répartition du rôle dans le cadre de l'instruction des enfants ou de l'éducation entre l'école et les familles. Voilà, ça pose un certain nombre de questions profondes, même sur l'organisation de la vie en société. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse concrète. Et je note simplement une chose, c'est que Bruno Retailleau, lorsqu'il s'est exprimé à l'issue de ce drame, justement a expliqué qu'il n'y avait pas de solution miracle et que ça interpelle, quoi. Il y a une espèce de bug collectif autour de ce cas-là, puisqu'on ne sait pas. Et je pense qu'il faut admettre il y a quelques politiques qui admettent que voilà, il n'y a pas une réponse avec une baguette magique qui s'impose aujourd'hui. Noémie Alluat. Et ce qui est terrible, c'est que cet ado a un rapport avec la mort, ce que disait le procureur, ça ne l'interpelle même pas. C'est ça qui est il ne regrette rien, sans empathie totale, froideur absolue. C'est-à-dire que les éléments qu'on a en notre possession au regard de l'enquête qui continue, surtout en fonction de la communication du procureur, comprendre ce qui a pu avoir lieu et quel est véritablement le mobile. J'écoutais également, comme vous, la conférence de presse du procureur. Il y avait deux choses qui m'avaient frappée. La première, c'est effectivement la bestialité de l'acte pour un jeune garçon. 14 ans, qui s'est saisi d'un couteau et qui a mis une dizaine de plaies dans le corps de sa victime, dont une de 18 cm qui lui a coûté la vie. Donc il faut faire preuve d'une forme de sauvagerie très particulière pour faire ce genre de crime. Et en même temps, dans les premiers témoignages qui ont été recueillis, qui ont été rapportés par le procureur, on voit aussi paradoxalement cette froideur affective, puisque ce jeune garçon ne semblait pas éprouver la moindre compassion, le moindre regret. Zéro, ces deux éléments qui sont d'apparence assez paradoxaux, qui nous frappent dans cette affaire. Il est encore très difficile de la comprendre, de l'interpréter, et parfois il faut être un petit peu modeste. Je rejoins ce que dit Louis. Il faut attendre d'avoir plus d'éléments pour comprendre exactement ce qui a pu avoir lieu, et avant de pouvoir vraiment interpréter les choses. Arnaud Klaesfeld. Pour ce cas précis, je n'ai pas les éléments pour juger, mais je ne crois pas que la violence en France des jeunes soit causée par les portables, je ne crois pas qu'elle soit causée par les romans, je ne crois pas qu'elle soit causée par les jeux télévisés, mais je crois qu'elle est causée par une société qui ne réprime pas la violence dès qu'elle se produit, et en laissant la violence perdurer comme ça, eh bien, elle augmente, et j'espère que les pouvoirs publics commenceront en tous les cas à réprimer la violence dès qu'elle se produit. Pas les autres délits, mais la violence est quelque chose qui gangrène notre société et sape sérieusement ses fondements.